Bonsoir à vous tous. C'est à nouveau la TGC qui nous réunit ce soir et on voit que ça intéresse grandement quand même en Calédonie en ce moment. L'an dernier, on a eu 3 rendez-vous de l'économie et puis cette année-ci aussi, ce soir c'est le premier de 3 rendez-vous qui vont être tenus à la CCI. Ça fait depuis 2016 que la CC accompagne les entreprises vers cette réforme fiscale que vous savez est d'envergure. Information, formation, e-learning, l'année dernière, plus de 6 000 entreprises ont bénéficié de notre accompagnement. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, et jusqu'à fin de septembre, il y a encore 3 rendez-vous de l'économie sur le thème TGC vers le régime définitif. D'une durée de 2 heures, ils sont conçus pour vous donner une bonne vue d'ensemble des changements à venir. Je profite, et vous comprendrez pourquoi je dis cela dans un instant, de cette tribune pour rappeler la nécessité de cette réforme qui est indispensable. Elle va permettre d'apporter une stabilité de l'assiette, une transparence dans la formation des prix et une meilleure compétitivité pour les entreprises. Et je voudrais saluer l'ensemble des entreprises calédoniennes, vous tous, qui depuis 15 mois, malgré les difficultés techniques, se sont montrés d'un civisme fiscal exemplaire, atteignant pleinement l'objectif de la recette fiscale escomptée et démontrant ainsi votre volonté de s'inscrire dans ce nouveau cadre réglementaire qui régira le pays pour les prochaines années. Il y a une chose quand même dont il faut qu'on en parle ce soir, qui concerne justement le passage de la TGC au taux définitive et qui ne devrait être que la transformation du travail accompli. Mais c'est remis en cause par le projet de loi sur la réglementation des prix qui, sous couvert d'une maîtrise du risque inflationniste, met en danger la majorité des entreprises des secteurs du commerce et de l'industrie. L'autorité de la concurrence rappelait dans son rapport que les produits et services soumis à réglementation des prix en Nouvelle-Calédonie n'ont pas baissé et que, à l'inverse, les prix des produits et services de consommation courante peu ou pas réglementés ont baissé sensiblement en raison de la concurrence. Ces dispositions ne reflètent donc plus les équilibres trouvés au fil des discussions avec les professionnels et sont, dans tous les cas, attentatoires à la liberté d'entreprendre et d'exercer dans le jeu de la concurrence. La CCI est mobilisée pour faire évoluer ces dispositions et que cette réforme fiscale puisse se mettre en place dans les meilleures conditions pour les entreprises. Bon, place à présent au rendez-vous de l'économie. Je remercie encore une fois M. Lionel Beauvalet, chargé de mission pour la mise en place de la TGC à la direction des services fiscaux du gouvernement. Il animera également le rendez-vous de l'économie du 30 août, intitulé TGC J-30, dernières étapes pour être prêt, et celui du 4 septembre, focalisé sur la TGC appliquée au secteur de l'immobilier. Donc, je vous laisse en sa compagnie, avec Dominique aussi, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci, Dominique. Merci Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Je suis ravi de reprendre un nouveau cycle de conférences. Ravi parce que j'aime bien être là déjà, et puis aussi parce que c'est le signe qu'on approche de l'échéance, cette échéance tant attendue de notre part et peut-être tant redoutée de la vôtre. Donc on va essayer au cours de ces trois rendez-vous de rendre les choses un peu plus intelligibles et essayer de dédramatiser un petit peu l'enjeu. On va commencer aujourd'hui par un sujet majeur qui est celui du remboursement des taxes à l'importation dans les stocks. Mais avant cela, peut-être un petit point rapide de l'état des lieux. Chacun sait que le Congrès a voté il y a peu le report de l'entrée en vigueur de la TGC à taux plein au 1er octobre. C'est la date à laquelle vont être supprimées les taxes à l'importation. C'est également celle à laquelle, en application de ce qui avait été décidé par les élus au Congrès, devra être évalué le montant des taxes qui figurera dans les stocks, de manière à les rembourser et à éviter la double taxation. Jusqu'au 1er octobre 2018, on aura eu 18 mois de marche à blanc, et pendant ces 18 mois, la présidente l'a rappelé,
les entreprises ont fait preuve d'une grande implication, d'un grand civisme fiscal, puisque un des enjeux de cette marche à blanc, c'était d'évaluer le rendement de la taxe à taux définitif, de faire des projections de rendement. Et pour les entreprises, on peut les féliciter dans le sens où elles nous ont donné la plus large information possible pour parvenir à nos fins, puisqu'on a pu évaluer sur une base de 98% de civisme fiscal ce que donnerait le rendement de la TGC à taux plein au-delà du 1er octobre. Donc de ce point de vue-là, c'est un exercice parfaitement réussi. Ce qui semble être parfaitement réussi également, c'est l'intégration des mécanismes. Alors je sais que certains ont encore quelques réticences ou encore quelques difficultés, mais manifestement, si on en croit les résultats de la marche à blanc, les entreprises se sont correctement appropriées le dispositif et ont déclaré ce qu'on imaginait devoir être déclaré par elles, à savoir que les chiffres d'affaires déclarés correspondent à ce qu'on avait pu estimer à partir des tableaux économiques d'ensemble et des données macroéconomiques. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'exercice est particulièrement bien réussi également. Il y avait également un troisième enjeu à cette marche à blanc, ce qui me permet de faire le lien avec le sujet de ce soir, c'était de collecter le montant de cette marche à blanc et de l'affecter à un usage spécifique qui était celui dont on va parler ce soir, à savoir le remboursement des taxes à l'importation. De ce point de vue-là, le résultat est un peu plus décevant, mais en même temps, on avait on savait vers quoi on s'orientait dès le 1er avril 2017. Pourquoi c'est décevant? Parce qu'en fait, on va le constater, le montant de la marche à blanc, qui est conforme à nos estimations, ne permettra pas de rembourser la totalité du montant des taxes à l'importation dans les stocks au 1er octobre 2018. On verra que ce décalage va conduire à certains ajustements de ce dispositif et il va avoir en définitive un effet un peu structurant sur ce dispositif. Avant de rentrer dans les détails du dispositif, je crois qu'il est intéressant de s'arrêter quelques instants sur le cadre dans lequel s'est inscrit notre exercice de création de ce dispositif de remboursement des taxes. C'est important parce que ça permet de mieux en saisir la logique, la cohérence et parfois la complexité. Il faut savoir que quand il y a des solutions qui peuvent apparaître un peu complexes, ce n'est pas une complexité qui a été choisie par plaisir, mais c'est souvent aussi pour contourner certains obstacles qui se sont imposés à nous dans cet exercice et auxquels on n'a pas pu échapper. Quand on parle de ce cadre, il faut d'abord évoquer le contexte dans lequel s'inscrit cet exercice. Je rappelle, c'est une évidence, mais il faut l'avoir en tête, que ce dispositif a pour vocation d'éviter ce qu'on peut appeler une inflation mécanique, qui résulterait donc d'une double taxation entre les taxes à l'importation supportées au moment de l'entrée sur le territoire des biens et leur taxation à la TGC lorsqu'ils sont vendus au-delà du 1er octobre 2018. Si on ne prévoit pas de disposition particulière, eh bien à ce moment-là, on aura mécaniquement une taxation à l'importation plus une taxation à la TGC au-delà du 1er octobre 2018. On aurait très bien pu s'accommoder de ce genre de choses. Il y a d'autres réformes fiscales qui se sont faites sans qu'on ait pris la peine d'inventer un mécanisme de cette nature. Cela étant, en Nouvelle-Calédonie, je rappelle que la réforme fiscale a été présentée comme un levier important de lutte contre le phénomène de vie chère. Et c'est vrai que rentrer dans cette réforme et commencer par un effet mécaniquement inflationniste, on était un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de cet objectif final qui est celui de la maîtrise des prix. Le cadre dans lequel on intervient résulte également d'une habilitation législative. La loi qui a institué la TGC en 2016 prévoit de manière très explicite le principe de ce remboursement. Alors il faut savoir, pour revenir un peu sur l'histoire de ce texte, que ce n'était pas quelque chose qui figurait dans le texte originel. Dans le texte originel, qui avait été élaboré par le gouvernement et présenté au Congrès, figurait seulement le principe de l'affectation du produit de cette marche à blanc à un établissement public qui, depuis, a été créé, qui s'appelle l'ARTI, pour Agence pour le remboursement des taxes à l'importation, du produit de la marche à blanc et son utilisation au remboursement des taxes. Mais nulle part étaient prévues les modalités de ce remboursement. Et certains élus qui faisaient de ce remboursement une condition essentielle de leur validation du texte ont insisté et par voie d'amendement ont été intégrés un article 20 de cette loi du pays de 2016 qui donne le cadre général de cette procédure de remboursement, en désignant notamment les personnes éligibles, les biens éligibles,
mais en s'en tenant au cadre très général et en renvoyant à une autre loi le soin de préciser le dispositif dans le cadre que ce premier texte avait fixé. Donc voilà pour le contexte. Un mot de la méthode, parce que ce texte prévoyait également que ce dispositif devait être précisé et élaboré dans le cadre d'une concertation avec les partenaires sociaux. Et donc, conformément à ce cahier des charges, un groupe de travail a été constitué. Ce groupe de travail, il était composé de représentants des entreprises, de représentants des administrations, ils sont listés là, mais également des professionnels du chiffre qui avaient évidemment toute légitimité à apporter leur connaissance dans cet exercice. Ce groupe de travail s'est réuni une quinzaine de fois à peu près, essentiellement dans le premier semestre 2017, et puis faute de la démission du gouvernement dans le deuxième semestre 2017, il n'a pas pu se réunir aussi souvent qu'il aurait été utile pour finaliser le dispositif dans la perspective du 1er juillet. Je rappelle qu'initialement, le basculement devait s'opérer au 1er juillet et le remboursement des taxes avec. Mais c'est vrai que cette démission du gouvernement dans le deuxième semestre 2017 ne nous a pas permis de développer et de finaliser tous les points qui devaient l'être dans la perspective du 1er juillet 2018. Et donc, on a aujourd'hui un report de 3 mois qui, au final, nous donne une marche à blanc de 18 mois, comme c'était prévu initialement. Dans ce groupe de travail, on a on a beaucoup évoqué de pistes de travail, de réflexion. Certaines ont été évacuées, d'autres ont été retenues. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toutes les pistes que je vais toutes les solutions, puisque désormais de pistes sont devenues des solutions, toutes les solutions qui ont été retenues et qui figurent dans le projet de loi qui est aujourd'hui sur le bureau du Congrès, sont des pistes des solutions qui ont fait l'objet d'un consensus. C'est-à-dire que au sein du groupe de travail, seules les solutions qui ont fait l'objet d'un consensus ont été retenues. Et donc, il faut garder ça à l'esprit. Si certaines de ces dispositions peuvent vous apparaître pas optimales, elles sont le résultat de cette concertation et de cet esprit de consensus qui a présidé aux travaux de ce groupe de travail. Il y a un élément très important à connaître lorsqu'on veut appréhender ce dispositif, ce sont les contraintes dans lesquelles il s'inscrit. La première contrainte, c'est, je l'ai déjà évoqué en introduction, un besoin de financement qui est au moins 2 fois supérieur au montant dont on va disposer. Il y a une inconnue dans cette équation, c'est le montant de l'ardoise, en fait, le montant des taxes à rembourser. Ce qui est connu, c'est le montant de la ressource disponible, puisqu'on sait que le montant de la marche à blanc, à l'issue des 6 trimestres au 30 septembre 2018, devrait s'élever à peu près à 4,2 milliards de francs, puisque c'est désormais une tendance assez claire. Le rendement moyen s'élève à peu près à 700 millions net par trimestre. Et donc, on devrait pouvoir compter sur une recette de l'ordre de 4,2 milliards. Lorsqu'on évalue, et c'est un exercice qui est peu aisé, puisqu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent influer sur le niveau de ces taxes, lorsqu'on évalue le montant des taxes dans les stocks, on peut estimer qu'il est à peu près du double de ce montant. Donc, nous, on l'estime à 8,5 milliards. Pourquoi je dis qu'il est fluctuant et susceptible de varier? Pour plusieurs raisons. Si les entreprises ont un comportement d'anticipation de l'échéance et rationalisent leurs approvisionnements et gèrent leur stock de manière optimale, on peut estimer qu'il y aura un montant un peu moindre. Les entreprises pourraient avoir intérêt, compte tenu de ce qui va être dit par la suite, à réduire leur stock au minimum possible à l'échéance du 1er octobre et à les reconstituer par la suite, en plus avec la déduction de la TGC, à les reconstituer par la suite. Donc ça peut être un élément qui peut avoir une incidence sur le niveau de la facture. Je rappelle aussi que, parallèlement à ces dispositions, il y a des mesures d'accompagnement, notamment douanières, qui favorisent le recours à l'entrepôt sous douane, selon des procédures simplifiées, et qui permettent aux entreprises d'échapper à la taxe à l'importation, sous réserve de satisfaire à certaines conditions, mais donc d'importer en amont du 1er octobre 2018 des biens qui ne sont pas mis à la consommation immédiatement et pour lesquels les taxes ne seraient acquittées qu'au moment de la mise à consommation. Et si cette mise à la consommation intervient au-delà du 1er octobre 2018, eh bien, il n'y a pas de taxe. Donc, c'est autant de paramètres qui peuvent avoir une incidence sur le niveau du montant des taxes à rembourser. Mais il y a également l'aléa statistique, c'est-à-dire que les calculs qu'on a réalisés, c'est sur la base des chiffres déclarés dans l'alias fiscal,
et on n'a pas de connaissance fine de la composition des stocks. On a une connaissance globale. Et donc, on est nécessairement obligé de projeter des hypothèses de travail sur ces montants globaux avec une marge d'erreur qui peut être assez significative. Tout ça pour dire qu'il y a une contrainte forte là, qui est qu'on sait déjà que le montant de la marche à blanc ne suffira pas à payer la totalité des taxes que le gouvernement s'est engagé à rembourser au moment du passage au taux définitif. Premier point. Deuxième point, qui lui aussi va avoir un effet très structurant sur l'économie générale de notre dispositif, c'est l'impossibilité que nous avons d'appréhender le montant exact des taxes dans les stocks. Il y a plusieurs raisons à cela. Certains importateurs peuvent avoir des stocks anciens pour lesquels ils n'ont pas nécessairement une traçabilité parfaite à partir des documents d'importation. C'est tout à fait légitime qu'il en soit ainsi. Et là où c'est encore plus difficile, c'est au niveau des détaillants. Puisqu'on va le voir, notre dispositif de remboursement vise à la fois les importateurs directs, mais également ce qu'on appelle les importateurs de second rang, c'est-à-dire ceux qui détiennent des biens qui ont été importés par un tiers. Et là, effectivement, on perd toute visibilité, puisque on n'a pas connaissance, enfin, le détaillant n'a pas connaissance du montant des taxes qui figurent dans ces stocks, pour la bonne et simple raison que l'importateur se garde bien de lui donner. Alors on a essayé, encore une fois, c'est peut-être l'illustration d'ailleurs de cet esprit de consensus et de discussion qu'il y a eu dans ce groupe de travail, on a essayé de proposer des pistes qui permettent d'assurer cette transparence. On a proposé aux importateurs, dans la perspective de la mise en œuvre de la TGC, d'anticiper en quelque sorte la transparence que permet cet impôt, en indiquant sur les factures quel était le montant des taxes acquittées sur chaque bien vendu aux détaillants. On s'est heurté à une fin de non-recevoir pour des raisons qui sont tout à fait légitimes et qu'on peut tout à fait comprendre. Il faut savoir que si on donne le montant des taxes, on reconstitue la valeur CAF. Si on reconstitue la valeur CAF et qu'on a le montant des taxes, on reconstitue le prix de revient. Et si on regarde le prix de vente, on reconstitue la marge de l'importateur. Et donc on peut comprendre que pour des raisons de confidentialité des affaires, les importateurs ne soient pas très allants vers ce type de dispositif. Mais voilà, encore une fois, une contrainte qui, vous allez le voir, a un effet assez structurant sur notre dispositif, puisque forcément, quand on ne peut pas connaître le montant exact, eh bien, il faut chercher à l'approcher, ce montant, par des calculs forfaitaires. Et donc, vous allez voir que les modalités forfaitaires de remboursement, enfin, en tout cas de calcul des droits au remboursement, va se tailler la part belle dans notre dispositif. Troisième contrainte, c'est l'assurance que le montant des remboursements va se retrouver dans les prix. Il ne s'agirait pas de rembourser et, en définitive, d'avoir tous les effets d'une double taxation. Et donc, vous comprendrez bien que, dans cette perspective-là, la Nouvelle-Calédonie a insisté pour que soit mis en place un contrôle assez particulier de cette obligation de répercussion du remboursement dans les prix. On y reviendra, mais ça aussi, ça fait partie des contraintes fortes. Et puis enfin, la dernière qui, à titre personnel, me préoccupe beaucoup, puisque j'aurai la charge à travers l'ARTI, de gérer cette campagne de remboursement, c'est la nécessité de mettre en place des procédés assez simples, qui permettront un traitement rapide. On va le voir, il y a un volume d'entreprises éligibles qui est assez important, et de l'autre côté, vous avez un interlocuteur qui s'appelle l'ARTI et qui est doté de moyens très limités. Et donc, on a veillé à ce que les procédures qui vont être mises en œuvre soient suffisamment industrielles, en quelque sorte, pour permettre un traitement rapide des demandes. Ce n'est pas qu'on veut les traiter par le mépris, c'est juste qu'on veut assurer un remboursement le plus rapide possible et que ça passe par des procédures et des modes de calcul qui soient assez simples. Donc voilà pour l'ensemble de ce cadre en fait, dans lequel s'inscrit notre dispositif. Je propose maintenant de rentrer plus en détail dans ce dispositif lui-même, en définissant d'abord son périmètre. Alors, son périmètre, il est composé de deux aspects. Le premier aspect, ce sont les personnes éligibles. On verra que le deuxième aspect, ce sont les biens éligibles. Donc, pour ce qui concerne les personnes éligibles, eh bien, on aura, et ça, dès la loi de pays instituant la TGC, on avait ce périmètre-là qui était dessiné par la loi du pays. On aura les personnes qui sont assujetties à la TGC et qui réalisent des livraisons de biens dans l'activité commerciale et dans l'industrie locale. Donc, quand on dit assujetti à la TGC réalisant des livraisons de biens, par définition, déjà, ça exclut une quantité assez importante d'opérateurs économiques. Puisque je vous rappelle qu'en matière de TVA, il y a
deux catégories d'opérations, les livraisons de biens et les prestations de services, et que tout ce qui ne constitue pas une livraison de biens constitue une prestation de service. Et donc, on pourra objecter que certains prestataires de services ont dans leur stock des biens qui ont été soumis à des taxes à l'importation et qui sont mis en œuvre dans la réalisation de prestations de services. C'est un fait, c'est effectivement le cas. Mais on n'a pas jugé que l'enjeu était suffisamment important en termes de maîtrise de l'inflation pour intégrer les prestataires de services dans le dispositif. Et puis en plus, autant il est assez concevable d'aller trouver ce que constitue le montant des taxes dans le prix d'un bien, autant c'est beaucoup plus difficile dans le prix d'un service. Et donc notre dispositif se limite aux personnes qui font des livraisons de biens dans le cadre d'une activité de commerce. Alors là, pour le coup, on vise quand même assez large, puisqu'en matière de commerce, on vise le commerce de gros, le commerce de détail et le commerce automobile, donc tout ce qui va correspondre au code NAF 45, 46 et 47. Et on vise non seulement l'importateur direct, qui a acquitté les taxes, mais également, comme je l'indiquais tout à l'heure, les importateurs indirects, ce qu'on appelle le deuxième rang. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, l'enjeu inflationniste, mécanique, il est dans les deux niveaux, en définitive. Si le détaillant lui dit, mais on ne sait pas de combien est constitué, quel est le montant des taxes dans votre stock, parce que vous n'avez pas à l'importer directement et vous n'avez pas les documents d'importation, on passe à côté d'un paramètre très important pour l'objectif que l'on recherche, qui est celui de justement d'éviter la double taxation. On a également intégré, alors ça a fait débat, je ne vous cache pas, on a également intégré l'industrie locale. Pourquoi ça fait débat? Parce qu'en fait, dans l'industrie locale, il y a une particularité, c'est qu'aujourd'hui, les matières premières, elles sont exonérées de TGI. On sait que la TGI, c'est l'impôt le plus volumineux à l'importation aujourd'hui. Et donc, les matières premières, elles sont soumises à la TBI, à la TP, la plupart du temps, ce qui représente 6% du montant des matières premières. Sachant que les matières premières représentent elles-mêmes, selon les cas, 30, un tiers de la valeur du bien fini. On sait qu'il y a là un enjeu beaucoup plus limité déjà que dans le secteur du commerce, dans lesquels les biens, on le sait, avec la TGI notamment à 31%, plus la TBI et la TP, peuvent atteindre 37%, 40% de taxation. Donc on est très très loin de ces enjeux dans l'industrie locale. Mais néanmoins, l'industrie locale a été intégrée dans le périmètre de la mesure. Alors, quand on parle d'industrie locale, on retient la définition qu'on retient en matière de TGC, c'est-à-dire celle qu'on retient pour le périmètre du taux réduit, puisque vous savez qu'il y a un taux réduit spécifique en matière de production locale. Tous les biens qui sont transformés localement sont éligibles au taux réduit, quelle que soit leur nature. Eh bien, c'est précisément ces activités-là qui sont listées dans l'arrêté sur les taux, qui sont dans la cible de notre dispositif. Là, seuls les importateurs directs sont visés, pour les raisons que j'ai indiquées. Il y a déjà un enjeu assez limité au niveau de l'importateur. Chez le détaillant, le montant de la taxe qui aura été supporté par l'importateur va se dissoudre en quelque sorte, une fois qu'on aura la marge de l'importateur et la marge, la marge de l'industriel, pardon, plus la marge du détaillant. In fine, dans le prix au consommateur, le montant, les 7% de taxes à l'importation sur les matières premières représentent quelque chose d'assez marginal. Et il aurait été un peu disproportionné d'intégrer le deuxième rang en matière d'industrie locale au regard de l'enjeu. Et ça aurait été en plus très très complexe. Donc voilà en gros les personnes éligibles. Nous, on évalue à 1600 entreprises le portefeuille d'entreprises éligibles à ces mesures. Sachant que, évidemment, on exclut de ce périmètre-là les entreprises qui ne sont pas soumises à la taxe. Par exemple, les entreprises qui sont en franchise en base, puisque, évidemment, lorsqu'on cherche à éviter une double taxation, encore faut-il qu'il y ait double taxation. Si on a affaire à des personnes qui sont franchisées en base, il n'y a évidemment pas de TGC et donc pas de risque de double taxation. Ce qui peut expliquer la disparité de volume qu'on évoquait tout à l'heure avec la CCI en aparté. Une fois les personnes éligibles déterminées, reste à voir les biens éligibles. Alors, les biens éligibles, il y a deux catégories, vous l'aurez compris. Il y a ce qu'on appelle, avec un titre un peu long, mais qui traduit bien la réalité de ce que ça vise, les biens achetés pour être revendus dans l'état dans lequel ils sont importés. Donc, on comprend que là, ce sont des biens finis qui sont importés et qui sont amenés jusqu'au consommateur final dans l'état dans lequel ils ont été importés. Donc ces biens-là, ce sont les biens de consommation. Tous les biens qui font l'objet d'une distribution commerciale
depuis l'importation jusqu'au consommateur final. Mais on exclut de ces biens deux catégories de biens. La première, c'est les biens qui sont exonérés de TGI. Alors pourquoi on exclut les biens exonérés de TGI? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que déjà, comme je le rappelais tout à l'heure, la TGI est l'impôt qui est le plus important à l'importation. Et donc, si on intégrait les biens à la TGI, enfin exonérés de TGI, pardon, on aurait un impact très faible au final, et ça ne vaut pas vraiment la peine. Et en plus, on le verra tout à l'heure, les raisons pour lesquelles on a ce risque, un risque de surcompensation quand on va appliquer un taux forfaitaire. On verra tout à l'heure comment sont déterminés les taux forfaitaires, mais si on intégrait les biens exonérés de TGI, il y aurait une surcompensation mécanique dans cette hypothèse. Ça vise les biens qui sont exonérés de TGI en raison de leur position dans le tarif douanier, il y en a toute une liste, et ça vise également les biens qui sont exonérés de TGI en raison de leur destination. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, les biens d'investissement, les matières premières, sont exonérés de TGI et donc exclus de ce dispositif, en tout cas pour ce qui est du commerce. On a également, on a commencé à l'aborder, des matières premières et des emballages. Je rajoute ce terme puisqu'il a été... c'est une revendication forte des producteurs locaux et on en comprend la raison. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'exonération de TGI touchait à la fois les matières premières et les emballages. Donc ça va viser les matières premières qui sont en stock en tant que matières premières et ça va également viser celles qui ont été mises en œuvre dans un processus de production où on va chercher à appréhender les encours de production et le stock de produits finis. À la condition qu'elles aient été soumises, ces matières premières, à la TBI et à la TP, puisque évidemment, s'il n'y a pas eu de taxation à l'importation, il n'y a pas de taxe à rembourser, hein, c'est assez évident à démontrer. Détenues par l'importateur, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles on avait limité au seul importateur direct des matières premières l'éligibilité au dispositif. Et on va exclure de ces biens deux types de biens, ceux qui sont exonérés de TGC, pour une raison très simple, c'est que il n'y a pas de double taxation quand il n'y a pas de TGC, nécessairement. Donc on exclut les biens exonérés de TGC. Et on va également exclure, là pour une raison inverse, les biens qui sont importés sous un régime suspensif. Les biens qui sont importés sous un régime suspensif et qui bénéficient d'un régime suspensif au moment du basculement, ils n'ont pas supporté les taxes à l'importation. Ils n'ont pas été mis à la consommation. Et de fait, il n'y a pas non plus de risque de double taxation pour ces biens. Donc voilà, en gros, pour les biens éligibles, les précisions. Une fois qu'on a déterminé les biens éligibles, reste à déterminer les droits à remboursement. Et c'est là que ça devient un peu complexe, pour des raisons qu'on a commencé à aborder et sur lesquelles on va développer à présent. Deux types de biens, donc, qui vont être éligibles, on l'a vu, et deux types de biens qui vont faire l'objet de calculs différents. Donc, pour ce qui concerne d'abord les biens qui vont être revendus dans l'état dans lequel ils ont été importés, là, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est une méthode réelle, c'est-à-dire que l'importateur a la possibilité sur la base des documents d'importation dont il dispose, de reconstituer de manière précise le montant des taxes à l'importation qu'il a acquitté. À ce moment-là, il suffira d'attester de ce montant sur la foi des documents d'importation et de demander le remboursement de ces taxes. C'est la solution la plus simple. Mais on a vu que c'était une solution qui pouvait ne pas convenir même aux importateurs qui suivent correctement leur activité, puisqu'il peut y avoir des stocks anciens pour lesquels la traçabilité des taxes à l'importation a pu disparaître. Lorsqu'on a cette modalité-là, on procède à un abattement qui correspond aux dépréciations qui sont constatées, puisque si le bien a perdu de sa valeur, nécessairement, le risque d'inflation est limité, puisque le bien ne pourra pas être revendu au bon tarif, enfin au bon prix, et donc le risque d'inflation est plus limité. Donc on corrige cette valeur du montant des dépréciations. Ça, c'est la méthode réelle. Il y a également une méthode forfaitaire. Cette méthode forfaitaire, elle sera optionnelle, c'est-à-dire qu'il faudra exprimer le choix pour cette méthode-là pour en bénéficier. Et cette méthode-là va conduire à déterminer ce qu'on appelle un taux personnalisé par opérateur qui en fera la demande. Et donc, ce taux, il va être déterminé à partir des importations réalisées sur les 3 dernières années par la personne concernée. On va établir ce montant de taux moyen, et c'est le taux qui s'appliquera aux importations, enfin aux biens en stock importés par l'importateur direct. Là encore, on va diminuer ce montant, la valeur des biens concernés
d'un abattement pour dépréciation des stocks, pour les mêmes raisons que précédemment indiquées. Et on va, en plus, opérer une réfaction de 3%. Cette réfaction, en fait, elle est déterminée pour tenir compte du décalage qui existe entre les valeurs en douane, sur la base desquelles sont calculés les taux moyens, on va y revenir, et la valeur d'inscription à l'actif. À l'actif, on va également intégrer dans la valeur du bien des frais de transport, par exemple. On peut également intégrer, on l'a vu, le droit proportionnel à la patente. Et donc, nécessairement, si on applique le taux calculé sur la valeur en douane sur une base plus importante, on va surcompenser le remboursement. La raison pour laquelle on fait cette réfaction de 3%. Si on s'arrête un instant sur la manière dont va être déterminé ce taux personnalisé, je l'ai dit, on prend en compte les importations réalisées au cours des 3 précédentes années. On va retraiter ces données-là, et ce qui nous est possible grâce à la fiabilité et à la finesse de la statistique douanière. On va extraire de ces données-là par entreprise les biens exonérés de TGI. On va extraire également les biens exonérés de TGC. Ça, on le sait à l'importation, puisqu'à l'importation, la TGI et la TGC sont perçus aujourd'hui pendant la marche à blanc. Donc, on est en mesure de déterminer par entreprise, recalculer en définitive ce qui est exclu de la base de calcul. Sur ces biens qui sont éligibles, on va vérifier, on va regarder ce qui a été acquitté comme taxes supprimées, donc TGI, TBI, TP, TFA. Et puis, on va déterminer le montant TTC, c'est-à-dire le montant de la valeur CAF de ces biens, plus les taxes supprimées, plus les autres taxes, puisque je rappelle que on simplifie, mais on ne supprime pas toutes les taxes à l'importation. Il reste certaines d'entre elles, notamment les taxes de protection, la TCPPL, la taxe de soutien aux productions agricoles. Je ne vais pas en faire toute la liste parce qu'on verra qu'il en reste plus que ce qu'on en supprime en vérité. Donc, ça pourrait ne pas aller dans le sens de la démonstration. Mais toujours est-il qu'une fois qu'on a ce montant de TTC, on est en mesure d'opérer une proportion du montant des taxes supprimées dans le montant de TTC. Et ce montant-là va nous donner le taux de remboursement personnalisé. Donc, de manière plus concrète, si on prend un exemple chiffré, on a 3 entreprises, ce sont des cas réels, qu'on a pris un peu au hasard. Donc on a des valeurs CAF, encore une fois, retraitées des biens exonérés de TGI et des biens exonérés de TGC, sur lesquels on a, ça se présente exactement comme ça, dans la statistique douanière, on a sur chaque ligne le montant de la TBI, le montant de la TP, TFA, etc., le montant des autres taxes à l'importation, et donc on est en mesure de faire le calcul que je viens d'indiquer en déterminant le montant des taxes supprimées et la part de ces taxes supprimées dans le prix TTC à l'importation. Ce qui nous donne une indication du taux supporté sur l'importation. Et après, on va appliquer cette réfaction, puisque la valeur qui va être inscrite à l'actif, ça ne sera pas la valeur TTC qui est indiquée ici, mais ça sera une valeur qui sera supérieure et qui intégrera également des frais annexes de transport, voire la patente, le droit proportionnel de la patente dans certains cas, ce qui nous oblige à cette réfaction. Donc voilà en gros comment va se passer le calcul. Alors, ça paraît peut-être un peu complexe comme ça, mais ce sont des calculs qu'on a déjà fait. C'est-à-dire qu'en gros, on a constitué le fichier des entreprises, on a extrait les données douanières et on a appliqué, on a fait tourner l'outil de calcul et on a, pour toutes les entreprises qu'on a identifiées comme étant éligibles, un taux qui a été calculé. Voilà. Ce taux, il sera communiqué, on va le voir dans quelles conditions un peu plus tard. Si on regarde désormais les biens qui ont été importés par un tiers, donc là on est dans ce qu'on appelle le deuxième rang d'une certaine façon. Je rappelle qu'on a la contrainte de l'opacité du prix en quelque sorte et l'impossibilité de déterminer de manière précise quel est le montant des taxes dans le prix de revient chez le détaillant. On avait imaginé dans un premier temps déterminer des familles de produits. Alors la famille de produits, c'est un concept qui revient souvent dans nos groupes de travail, qui est assez parlant pour savoir ce à quoi ça renvoie, mais je rappelle qu'on a un système de taxes à l'importation qui est extraordinairement complexe et qui aujourd'hui peut générer 700 000 combinaisons de taxes. Et donc aller déterminer des familles de produits homogènes pour trouver un taux particulier à chacune d'entre elles, à minima, quand on en a discuté avec le directeur des douanes, c'était une vingtaine de familles de produits. Donc on est déjà sur un schéma qui est assez compliqué. Faire 20 taux différents en fonction de la nature du produit, de ses références, de sa classification douanière, c'était quelque chose d'un peu inenvisageable. Et donc, on a eu l'idée, à partir du moment où il y a une corrélation entre les taux de TGI et les taux de TGC, de déterminer
un taux moyen par taux de TGC. Dans les commerces, les entreprises ont déjà opéré la ventilation des biens entre les différents taux de TGC. Et donc, à partir du moment où les biens sont déjà classés dans les commerces, en fonction de leur taux de TGC, il suffira d'appliquer ce taux moyen par taux de TGC à chacun des biens en fonction de son taux de TGC. Mais évidemment, ça serait trop simple si on s'en tenait à ça. Ce qu'on va également opérer comme correction, c'est qu'à partir du moment où on a identifié le taux moyen à l'importation, on est à l'importation. Mais là, je vous rappelle qu'on est chez le détaillant. Et donc, chez le détaillant, il y a un phénomène qui s'opère, qui est celui de la marge de l'importateur. Cette marge, on a retenu un coefficient moyen qui est de 1,30. Et donc, il nous a fallu corriger les taux qu'on a obtenus à l'importation par ce coefficient, ce qui nous a donné les résultats que je vais vous indiquer juste après cette slide. Donc, ce qu'on a, ça c'est la modalité de calcul. Donc, on regarde la totalité des importations réalisées pendant une année complète de marche à blanc. On prend les biens ventilés par taux de TGC. On enlève, là encore une fois, les biens exonérés de TGI ou exonérés de TGC. On sait déterminer la valeur des biens par taux de TGC, toutes taxes comprises, et on sait donc déterminer ce que représente le montant des taxes à l'importation supprimées dans la valeur TTC des biens par taux de TGC. Il suffit après d'opérer la correction dont je parlais avec le coefficient de marge, et ça va nous donner les taux qui sont sur la page suivante. C'est difficilement lisible, j'en suis désolé. Mais ça nous donnait des taux de l'ordre de 6,81 pour les biens soumis au taux réduit, de 13,33 pour les biens soumis au taux normal et de 20,44 pour les biens soumis au taux supérieur. Et donc, en définitive, tout ça pour dire que chez les détaillants, donc ça, je vous fais le cheminement pour parvenir à ces résultats, mais en définitive, ce qui comptera pour le détaillant, c'est d'avoir ventilé ces biens par taux de TGC, ce qu'il a nécessairement fait, parce qu'aujourd'hui, je rappelle que la TGC s'applique depuis le 1er avril 2017, donc il a nécessairement fait ce travail, et d'appliquer sur la valeur d'inscription à l'actif de ces biens ces taux forfaitaires. Donc en définitive, la méthode est complexe pour y parvenir, mais en définitive, le calcul des droits à remboursement le moment venu sera relativement aisé. Je rappelle qu'il y a toujours cette volonté de simplifier pour faire des remboursements rapides. Ah oui, on me charge dans mon oreillette de vous dire que la présentation qui est là sera téléchargeable sur le site de la CCI demain et que, sauf à ce que ce soit d'autres choses que le tableau que vous preniez en photo, ce n'est pas nécessaire en fait. Voilà. Donc, si vous êtes doté d'une connexion Internet, normalement ça devrait suffire. Donc voilà, on a deux méthodes, une méthode réelle et une méthode forfaitaire, mais on a évidemment des cas particuliers, puisque sinon ça serait trop simple, et ces cas particuliers, ils s'illustrent notamment dans le secteur de l'automobile. Alors pourquoi le secteur de l'automobile? Parce qu'il a une spécificité bien à lui, qui est que les véhicules sont importés en suspension de taxes. Vous avez tous pu constater dans une concession que vous êtes dans un entrepôt sous douane. Ça peut impressionner comme ça, mais en vérité, c'est parce que les véhicules qui sont exposés n'ont pas acquitté les taxes à l'importation et elles sont acquittées aujourd'hui lorsque le véhicule est vendu au client. Et donc ça va avoir une importance considérable dans le secteur d'activité, puisque dans les véhicules automobiles, on sait qu'il y a une catégorie particulièrement chère au cœur des Calédoniens qui s'appelle le pick-up et qui est soumis à un régime particulier qui est celui d'une TGI à 11%, là où tous les autres véhicules sont soumis à 21%. Et donc, on a vu que les biens en suspension de taxes n'étaient pas éligibles au remboursement, mais par contre, les concessionnaires automobiles ont des stocks de pièces détachées qui, elles, sont toutes soumises à une TGI de 21%. Et donc, si on calcule le taux moyen en intégrant les véhicules, on va faire baisser ce taux moyen et on va rembourser en deçà de ce qu'on aurait dû pour les pièces détachées. Et donc, on va calculer un taux moyen sur le reste des biens qui ne sont pas des véhicules pour les concessionnaires automobiles. Alors, pourquoi on le fait dans l'automobile et pourquoi c'est faisable dans l'automobile? Pour une raison très simple, enfin pour plusieurs raisons. C'est que déjà, on a affaire à un nombre d'opérateurs très limité dans le secteur automobile. La deuxième raison, c'est qu'on est en mesure de retraiter, avec la statistique douanière, d'extraire à partir des positions tarifaires ce qui constitue dans le stock des véhicules. Et donc, une fois qu'on est en mesure de faire ça, on peut déterminer un taux moyen qui concerne les autres biens que les véhicules.
Alors évidemment, en multi-lectorat, ça pourra être jugé comme étant inégalitaire par rapport aux autres secteurs d'activité, mais ce sont des modalités qui, pour toutes les raisons que je viens d'exposer là, ne sont pas transposables d'ailleurs. Donc voilà, en gros, cette spécificité dans l'automobile. Donc ça, c'était les modalités de calcul pour les biens revendus dans l'état dans lequel ils sont importés, mais il y a également les matières premières, on l'a vu. Donc pour les matières premières, c'est beaucoup plus simple, puisqu'en définitive, les matières premières, on a vu qu'elles étaient remboursées lorsqu'elles avaient supporté de la TBI, de la TP. On sait que TBI plus TP, ça représente 6%, 6% de la valeur des matières premières à l'importation. Et donc, assez bêtement, on va rembourser 6%. Alors en dedans, ça veut dire 5,66 en quelque sorte, hein, du montant de la valeur d'inscription à l'actif, du stock de matières premières des industriels locaux. Ça, c'est le premier point. Et puis, on va également aller rechercher, ce que vous indiquez tout à l'heure, la valeur de ces taxes dans les encours de production et dans le stock des produits finis. En réputant que les matières premières représentent à peu près un tiers de la valeur du prix de revient d'un bien, bien, on a divisé par 3 bêtement le montant, le taux, et on va rembourser de manière forfaitaire 2% de la valeur des encours de production et de la production de biens finis. Donc pour les producteurs locaux, on voit que, en définitive, la liquidation du droit à remboursement est quand même assez simple, puisque l'application de 2 taux assez basiques. Là également, on va, pour éviter de rembourser des biens dont la valeur est très largement dégradée, on va intégrer et corriger le montant du remboursement d'un coefficient de dépréciation qui correspondra à la moyenne des provisions pour dépréciation passées sur les derniers exercices écoulés. Donc voilà, en gros, là, les modalités de calcul. Alors j'ai fait un petit schéma récapitulatif qui, j'espère, est assez lisible. Mais en gros, vous voyez qu'en orange, ce sont les modalités forfaitaires, et que pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure et les contraintes qu'on a rencontrées, se taille la part principale en fait des modalités de calcul. Et ce qui apparaît en blanc sur la gauche de l'écran, ce sont les hypothèses dans lesquelles il va y avoir un remboursement au réel sur la base des documents d'importation. Donc voilà, en gros, c'est un synthétique qui reprend ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc que ce soit pour les importateurs de premier rang qui optent pour la méthode forfaitaire, ou pour les importateurs de deuxième rang, ou pour les matières premières, on a affaire à des méthodes forfaitaires. Donc voilà pour le calcul des droits. Maintenant, je vous propose d'en venir aux modalités de remboursement. Alors ces modalités, elles ont été très largement impactées par une des contraintes dont je faisais état au début, qui est celle du décalage entre le produit de la marche à blanc et le coût de la mesure. On a vu que c'était de l'ordre de 1 pour 2. Et donc, les modalités suivantes ont été arrêtées. Celle d'un remboursement au comptant par l'ARTI à hauteur du montant de la marche à blanc, donc 4,2 milliards qui vont être remboursés le plus rapidement possible. Et la quote-part des droits à remboursement qui auront été liquidés mais qui ne pourront pas être couverts par ces 4,2 milliards fera l'objet d'un étalement sur 4 ans sous la forme d'un crédit d'impôt sur les bénéfices à partir des exercices clos en 2019 et donc jusqu'en 2022. Il y aura une imputation de ce crédit d'impôt qui, grande nouveauté en Nouvelle-Calédonie, pourra faire l'objet d'un remboursement si il génère si le montant de l'impôt à payer ne suffit pas à l'épuiser. Je dis pourquoi c'est une nouveauté, parce qu'en fait, on parle beaucoup de crédit d'impôt en Nouvelle-Calédonie, mais aucun crédit d'impôt n'est remboursable à ce jour. Tous sont reportables, mais pas remboursables. Et donc, avec ce crédit-là, l'engagement est pris de rembourser lorsque l'imputation fera naître un vrai crédit sur le Trésor. Donc, évidemment, aujourd'hui, pour les raisons que je vous indiquais, à savoir qu'on n'est pas en mesure de savoir précisément quel est le montant de l'ardoise et le montant des taxes à rembourser, on n'est pas en mesure de déterminer quelle va être la part respective de chacune de ces quotes-parts. Cette quote-part, elle sera identifiée de manière certaine lorsque nous aurons l'ensemble des demandes de remboursement qui auront été déposées et qu'on sera en mesure de globaliser le montant des droits à remboursement et de rapporter ce que représente le montant de la marche à blanc dans cette enveloppe globale. Alors là, dans les estimations qu'on fait, c'est 50%.
Moi, mon souhait le plus cher, c'est que ça soit moins, enfin que ce soit plus, pardon, qu'on puisse rembourser au comptant, c'est-à-dire qu'on ait surévalué le montant des stocks, ou que les entreprises finalement décident que c'est tellement compliqué qu'elles ne vont pas y aller et elles ne vont pas demander le remboursement. Je pense que la soirée de ce soir, de ce point de vue-là, est plutôt bien pensée. Mais voilà, en gros, on pourra savoir on pourra avoir cette information qu'au moment où les demandes auront été déposées. Et on va voir comment elles vont l'être, puisqu'on va passer à la procédure de remboursement. Donc cette procédure, elle va commencer par le dépôt d'une demande. Alors aujourd'hui, dans le texte de la loi, il est prévu des échéances qui sont difficilement compatibles désormais avec le calendrier dans lequel elle va être examinée par le Congrès. Il est prévu notamment que la demande doit être déposée avant le 30 octobre. Alors certains ont fait valoir qu'un mois pour déposer sa demande, c'était trop peu. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc si on doit reporter, on peut reporter par exemple au 15 novembre. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis d'accord avec ça. C'est qu'on va voir qu'à partir du moment où la demande est déposée, il y a un délai limité pour l'ARTI pour prendre une décision sur le remboursement. Et donc plus le délai de dépôt est tardif, et plus l'ARTI a de marge de manœuvre pour prendre ses décisions. Donc ça va faire l'objet de débats vraisemblablement au Congrès. Moi, je milite pour une date au 15 novembre. Donc ça fait 6 semaines entre le moment où l'inventaire devra être fait et le moment où la demande devra être déposée. Cette demande, elle devrait être accompagnée d'un document qui permet d'évaluer de manière globale le montant des stocks. Donc ça sera fait à partir des stocks au moment de la clôture du précédent exercice, des achats et des ventes de l'exercice. Et donc, on devrait arriver par là, enfin, avec ce moyen, à donner une image assez fidèle du niveau des stocks au moment du basculement, donc au 30 septembre 2018, ce qui nous permettra, nous, après, en fonction des déclarations, d'assurer un contrôle de cohérence entre le niveau de stock et le niveau des remboursements demandés. Ce n'est pas le seul contrôle qu'on va réaliser, je vous rassure, ou je vous inquiète plutôt. On va y revenir. Une fois que ces demandes auront été déposées, elles vont faire l'objet d'une instruction par les services de la direction des services fiscaux. On a transposé ici une possibilité, enfin, quelque chose qui existe en métropole pour les remboursements de crédits de TVA, qui donne la possibilité aux agents des services fiscaux d'intervenir sur place. Alors évidemment, ils ne débarquent pas à l'improviste. Il y a une procédure qui permet de prévenir au préalable, mais qui vont vérifier, qui peuvent vérifier certains éléments matériels sur place, notamment la réalité du stock et de son niveau, mais également l'éligibilité des biens. Donc on a vu qu'il y a certains biens qui, parce qu'ils sont exonérés de TGI ou parce qu'ils sont exonérés de TGC, ne sont pas éligibles, et donc il ne s'agirait pas de mettre dans la demande des biens qui ne sont pas éligibles. Et ça, c'est vrai qu'on peut mieux s'en rendre compte en étant sur place. Et puis, il y a également un paramètre très, très important, sur lequel j'attire votre attention. On a vu que lorsqu'on est un détaillant, on va avoir un niveau de remboursement variable en fonction du taux de TGC applicable aux biens qu'on a dans son stock. Et donc, la tentation pourrait être grande pour ceux des détaillants qui auraient des mauvaises idées de dire, en définitive, j'ai 90% de mon stock qui est à taux supérieur et qui génère, on l'a vu, un remboursement de l'ordre de 20%, et j'ai 10% de mon stock à taux réduit, alors que la réalité peut être tout autre. Et je vous rappelle que depuis 15 mois maintenant, 18 mois bientôt, les détaillants déclarent leur chiffre d'affaires et cette déclaration est ventilée par taux de TGC. Et donc, on a là un élément de recoupement assez facile à mettre en œuvre. Et si la proportion qui apparaît dans la demande de remboursement s'éloigne un peu trop de celle qu'on a pu constater à partir des déclarations de TGC que vous avez déposées pendant ces 18 mois, ça sera pour nous un signal d'alerte. Mais si vous avez envie de recevoir la visite d'un de mes collègues, qui sont charmants, je peux vous encourager à faire ce genre de choses. Mais je ne recommande pas nécessairement. Enfin, voilà, toujours est-il qu'on aura, dans cette phase d'instruction, la possibilité de venir sur place pour vérifier la réalité de ces stocks et de leur ventilation entre les différents taux de TGC, le cas échéant. On a également, lorsqu'on aura une méthode réelle qui sera mise en œuvre, la possibilité d'avoir le soutien des agents des douanes pour nous aider à contrôler les documents d'importation, pardon, parce que ce n'est pas des éléments qu'on manipule, nous, au quotidien, aux services fiscaux. Une fois qu'on aura fait cette instruction, eh bien, il y aura place pour la décision de l'ARTI.
Alors là, on a pris une décision qui est extrêmement favorable, qui permet de traiter rapidement les demandes. C'est que, à défaut de réponse dans les 4 mois suivant la date limite de dépôt de la demande, donc là, on a vu que ça serait vraisemblablement le 15 novembre, la décision est réputée emportée. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de décision explicite, tacitement, la demande de remboursement est acceptée. Et donc, ça nous oblige à avoir un traitement très rapide de toutes les demandes si on veut éviter ce couperet de la période de 4 mois à l'issue de laquelle on a obligation de rembourser. Dans le mois qui suit cette décision, alors cette décision, elle interviendra pour certaines entreprises bien en amont de ce délai de 4 mois, puisque évidemment, dès qu'on va recevoir les premières demandes, on va évidemment se jeter dessus, puisqu'on attend beaucoup de ces demandes, pour les traiter le plus rapidement possible. Et alors, dans le mois qui suit la décision, il y aura le mandatement, c'est-à-dire que l'ordonnateur, le directeur de l'ARTI mandate la somme correspondante, et après, on s'en remet entre les mains du payeur, de la trésorerie des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie qui procédera à la dépense. Et normalement, le remboursement interviendra assez rapidement dans la foulée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dès le 15 novembre arrivé, on pourra commencer à prendre des décisions très rapidement et à mandater des paiements qui interviendront dans le mois qui suit. Donc, on pourrait avoir des premiers remboursements assez rapides. Évidemment, tout ça se fait sous la réserve d'un pouvoir de contrôle. C'est évidemment, dans l'administration, il n'y a pas de droit sans contrepartie. Et cette contrepartie, c'est le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale. On a créé et étendu le droit de contrôle de l'administration fiscale au contrôle de la liquidation de ce crédit d'impôt, de ce remboursement, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit la formulation de la demande. Et puis, lorsqu'il pourra être établi que la demande était surévaluée, eh bien, il y a une amende de 20% qui pourra être signifiée aux indélicats demandeurs. On pourra également, au niveau des services fiscaux, tirer des conséquences d'un contrôle réalisé par la DAE, sur lequel on va venir dans un instant, puisque ça fait la transition avec ce qui suit. Je l'avais indiqué en introduction, le remboursement doit s'accommoder d'une répercussion dans les prix. Et il faut qu'il y ait une réelle non-double taxation pour qu'on puisse juger de l'utilité du dispositif. Alors cette répercussion dans les prix, elle va se faire comment? Eh bien, elle va se faire au moyen d'une réglementation spécifique, qui est une réglementation commerciale et qui est prévue par un texte qui n'est pas celui-là, mais qui est un texte économique. Et donc, elle va s'articuler en 2 étapes. La première étape, c'est qu'il y aura l'obligation de retirer de la valeur du stock, de la valeur du bien en stock qui a fait l'objet d'un remboursement, le montant de ce remboursement, selon des modalités qui vont être différentes en fonction de la méthode de remboursement. Quand on est dans un remboursement au réel, eh bien on sait précisément le montant que chaque bien a supporté, et donc on est en mesure d'allouer de manière précise le montant du remboursement à chacun des biens qui a fait l'objet du remboursement. Donc ça pose pas de difficulté, ça sera facilement vérifiable. Quand on est dans un remboursement au 2e rang, avec un taux forfaitaire par taux de TGC, là aussi il n'y a pas de difficulté. Vous avez des biens qui sont classés par taux de TGC, vous savez que chacun de ces biens génère un remboursement moyen de... on l'a vu, 6%, 13% ou 20%, eh bien, il suffira d'imputer de la valeur du bien le montant du remboursement forfaitaire. Là où on risque d'avoir une plus grande difficulté, et c'est un point qui reste encore à trancher de manière définitive, c'est lorsqu'on aura opté au 1er rang pour la méthode forfaitaire. Quand on est un importateur au 1er rang et qu'on a une gamme de produits très étendue avec des profils de taxation différents, évidemment qu'un taux moyen ne va pas représenter pour chacun de ces biens le montant des taxes effectivement supportées. Pour la bonne et simple raison que la moyenne écrase un peu les montants supportés par les biens qui sont le moins exposés et par les biens qui sont le plus exposés. Et donc, nous sommes en train de rechercher avec la DAE sur ce point une méthode qui pourrait être une méthode de pondération qui permettrait d'allouer le montant global remboursé en fonction de la charge réelle d'impôt à l'importation supportée. Ça pourrait être, par exemple, en fonction des taux de TGC, puisqu'encore une fois,
les taux de TGC sont corrélés avec les taux de TGI et que la TGI et l'impôt qui est à l'importation constituent la plus grosse charge et donc le plus gros poste de remboursement potentiel. Donc ça reste encore à déterminer. Ça figurera dans l'arrêté qui doit être pris et qui va publier les taux dont on vient de parler, par exemple, et qui publiera également l'imprimé de demande qui devra être déposé le moment venu. Donc ça, c'est le premier temps. On diminue le prix de revient, mais une fois qu'on a diminué le prix de revient, si on s'en tient à ça, on n'a pas nécessairement accédé à l'objectif, puisque pour accéder à l'objectif de la baisse du prix, il faut que, encore faut-il que on ne mette pas une marge, on ne capte pas les taxes supprimées sous forme de marge. C'est un discours assez récurrent par les temps qui courent, ce type de discours. Mais au cas particulier, sur la valeur recalculée du bien, on va appliquer une marge qui ne pourra être en aucun cas supérieure à la marge en valeur qui était pratiquée avant l'entrée en vigueur des taux définitifs. Et donc, mécaniquement, on devrait avoir, par ce biais-là, une maîtrise, et en tout cas l'éviction du risque de double taxation, puisque le prix de revient aura été diminué, la marge est maintenue, et donc on aura normalement, après avec le taux de TGC, un prix qui devrait être voisin de celui qu'on avait antérieurement. Tout ceci fera l'objet potentiellement lorsque la DAE, alors ça c'est un contrôle qui sera réalisé par la Direction des affaires économiques, qui lorsqu'elle aura établi une infraction à cette réglementation sera en mesure d'appliquer des sanctions propres au droit commercial sur cet aspect-là. Et on a vu, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, que les services fiscaux, sur la base de l'information communiquée par la DAE, seront en mesure d'aller rechercher le remboursement indu entre les mains du demandeur indélicat. C'est-à-dire que si la DAE arrive à établir qu'on a remboursé 100, mais qu'en définitive, on n'a répercuté que 50 sous forme de baisse de prix, elle transmet cette information à la DSF, et la DSF, elle, sera en mesure d'aller rechercher les 50 qui ont été indûment remboursés, en quelque sorte, entre les mains de celui qui aura été coupable de cette infraction. Évidemment, les taux qui sont ce qu'on a indiqué tout à l'heure seront communiqués en amont du basculement pour que les entreprises soient en mesure de recalculer leur prix assez rapidement. Quand vous saurez que le taux de remboursement forfaitaire pour les biens soumis au taux normal, c'est de l'ordre de 13%, et bien vous serez en mesure de prendre la totalité de vos biens relevant du taux normal dans vos bases TGC pour appliquer, recalculer le prix qui devrait être celui qui s'affichera, enfin le prix de revient en tout cas, qui s'affichera au 1er octobre 2018. Et après, comme vous connaissez la marge en valeur, il suffira de rajouter cette marge en valeur et vous aurez le montant hors taxe, hors TGC de votre bien. Donc, j'en ai à peu près fini avec le dispositif. Si on peut regarder maintenant la manière dont les choses vont s'ordonnancer dans le temps, ça nous donne à peu près les choses suivantes. Donc, j'ai repris depuis le début. Le texte a été examiné par le Conseil d'État il y a déjà une quinzaine de jours, un peu plus. Il a été adopté par le gouvernement au retour du Conseil d'État dans la réunion de mardi dernier. Il va être examiné en commission la première quinzaine d'août, et ça je peux le confirmer puisque j'ai reçu hier la convocation pour lundi après-midi, donc on sera le 6. Donc jusqu'à là, tout va bien, et ça devrait être adopté. On m'a parlé des séances publiques à mi-août. Et donc on serait même avant ce qui a été indiqué là, sachant que le Congrès a fait connaître sa volonté de ne pas examiner de texte au mois de septembre pour se consacrer entièrement aux affaires référendaires, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais ce qui nous oblige à faire voter l'ensemble des textes. Et celui sur les stocks n'est pas le seul, loin s'en faut, dans le courant du mois d'août. Dans ce temps-là, à l'ARTI, on va constituer le fichier des personnes éligibles. Donc je vous ai déjà indiqué qu'on l'avait fait. On va calculer les taux forfaitaires. Alors les taux forfaitaires de remboursement personnalisés, tels qu'on a vu la méthode tout à l'heure, donc qui sont basés sur les importations des 3 dernières années. Ça, on peut le faire et on l'a déjà fait pour beaucoup d'entre eux. Et on va également calculer les taux de dépréciation personnalisés sur la base des provisions passées au cours des 3 derniers exercices, de manière à avoir tous ces éléments en tête lorsque les demandes seront déposées. Il n'y aura plus qu'à appliquer ces taux et on aura tout de suite la liquidation des droits à remboursement. Et comme je l'ai indiqué, on pourra rembourser assez rapidement une fois que ces demandes auront été déposées.
Il y a un point de vigilance, évidemment, dans ce dispositif, c'est notamment c'est pour les importateurs directs, le choix qui est offert entre la méthode réelle et la méthode forfaitaire. Il faut savoir que, là j'ai indiqué le 15 septembre, dans le texte aujourd'hui tel qu'il est, c'est le 15 août. Bon, là, évidemment, vu le calendrier d'examen par le Congrès, c'est un peu optimiste, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va le décaler au 15 septembre. Et donc, pour les importateurs directs, il y a un vrai enjeu à déterminer, à faire un choix entre la modalité réelle et la modalité forfaitaire. La modalité réelle, encore une fois, elle permettra d'allouer à chaque bien le montant précis des taxes qui a été remboursé sur ce bien. La modalité forfaitaire, on vient de le voir, c'est plus compliqué puisque lorsque les profils de taxation à l'importation sont très différents, il va falloir allouer le montant du remboursement à chacun de ces biens et ça va se faire de manière beaucoup moins automatique qu'avec une méthode réelle. Alors évidemment, il peut y avoir des profils de taxation dans lesquels tous les biens sont soumis au même taux de TGI. Et donc là, à ce moment-là, la méthode moyenne peut très bien servir de recours sans avoir, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la méthode réelle va quand même s'accompagner d'un certain formalisme et d'une certaine contrainte pour les opérateurs, puisqu'ils vont devoir reconstituer à partir de documents d'importation de manière précise le montant des taxes. Donc c'est quand même un travail qui peut apparaître un peu fastidieux. Et pour ceux qui auraient ce profil de TGI unique, le recours à la méthode forfaitaire peut être une solution de simplification sans pour autant faire perdre des droits à remboursement. Donc c'est quelque chose qu'il faut arbitrer en fonction de ces paramètres-là. Quand on est un importateur direct et qu'on a le choix entre les deux méthodes, il faut le faire à l'aune de ces paramètres-là. Oui, l'option, donc c'est le 15 septembre. On aura, une fois l'option formulée, la communication des taux forfaitaires. Alors vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi on ne donne pas le taux forfaitaire avant? Parce que ça serait trop facile. Si on est un importateur direct et qu'on a son taux forfaitaire et qu'on sait déterminer de manière précise ce qu'on a comme taxe dans ses stocks et qu'on se dit, eh bien, tiens, le taux forfaitaire c'est mieux, je vais demander le taux forfaitaire. Donc on peut pas faire ce genre de choses, puisque si on a la connaissance réelle du montant des taxes à rembourser à partir de la méthode réelle et qu'on opte pour le taux forfaitaire, ça veut dire mécaniquement, on est surcompensé. Et déjà que ça coûte très cher, on peut pas nous se prêter à ce genre de choses. Donc le taux forfaitaire sera communiqué aux importateurs qui le souhaitent sur la base de leur option immédiatement après que cette option aura été formulée. La date limite des déclarations, donc aujourd'hui elle est prévue au 30 octobre, je pense qu'elle sera reportée au 30 novembre. À partir de cette date, on aura donc le montant des droits à rembourser de manière globale et on sera en mesure de déterminer quelle est la proportion de ces droits qui peuvent faire l'objet d'un remboursement au comptant par l'ARTI. Je rappelle qu'on dispose de 4,2 milliards de TGC de marche à blanc et qu'on va rembourser ces 4,2 milliards, mais encore faut-il savoir ce que ça représente comme proportion dans l'ardoise globale. Les demandes seront instruites et la décision sera prise nécessairement avant le 28 février, je rappelle, il y a 4 mois pour prendre une décision. Ça sera peut-être le 15 mars si on recule l'échéance de dépôt au 15 novembre. Et on aura donc un paiement qui interviendra au plus tard, j'insiste bien sur au plus tard, le 31 mars, donc un mois après le 28 février, ou le 15 avril, si la date limite c'est le 15 mars. Et évidemment, on n'en aura pas fini puisqu'il y aura un étalement du reste de la créance jusqu'en 2022. C'est, encore une fois, et je reviens à ce que je disais dans le cadre que j'ai exposé tout à l'heure, des solutions qui ont fait l'objet d'un consensus dans le cadre d'un groupe de travail. Il y avait d'autres solutions qui ont été débattues, qui ont été évoquées, mais qui n'ont pas retenu l'accord des entreprises. On avait notamment proposé de doter l'ARTI de ressources autres que le produit de la marche à blanc de la TGC, de l'autoriser à faire un emprunt pour rembourser la totalité au comptant, mais c'était à la contrepartie avec un abattement de 30% du montant des droits remboursés. En gros, le choix qui était donné aux entreprises, c'était on rembourse tout maintenant, moyennant un abattement de 30%. Ça aurait pu être moins, on aurait pu négocier, mais c'est pas ce qui s'est passé. Ou alors, on rembourse tout, mais à ce moment-là, ça sera sur une période plus longue, parce qu'il faut lisser le coût pour les finances publiques sur une période plus longue. C'est cette deuxième modalité qui a été retenue par les entreprises et donc que je présente aujourd'hui devant vous. Mais il faut savoir que voilà, il y a eu discussion sur ce sujet, il y a eu d'autres hypothèses évoquées.
j'ai été beaucoup trop long, comme d'habitude. Reste à voir, et Dominique Pessereur va prendre le relais, la traduction comptable de tous ces barbaries. Et donc, je lui laisse sans attendre la parole pour vous exposer ces points. Merci. Effectivement, merci Lionel Beauvalet de laisser la parole à l'ordre des experts comptables, puisqu'il y a de nombreux sujets qui sont faits par ce texte, ce qui est évidemment un sujet inédit, et donc un sujet inédit, traitement comptable inédit. Donc l'idée, c'est de proposer un schéma, et bien sûr, pour éviter qu'il y ait un peu trop de distorsion dans les appréhensions, et qu'on essaie d'harmoniser au maximum. Mais cette proposition que nous faisons donc à l'ordre des experts comptables n'est qu'une proposition, et bien sûr, vous restez libre de vos choix. Donc voilà ce que nous avons envisagé. D'abord, quelle est la problématique technique? Les points identifiés, ce sont d'abord la comptabilisation du remboursement des taxes par l'ARTI, selon quelle modalité, à quelle date, parce que le problème de la date comptable est importante. Comment comptabiliser le crédit d'impôt? Quelles sont les modalités et la date également à laquelle on va comptabiliser ce crédit d'impôt? La date de comptabilisation de la diminution de stock, puisqu'on a vu qu'il fallait répercuter donc ce remboursement, bien sûr, sur la valeur de stock. Le suivi du crédit d'impôt, qui est remboursable sur 4 ans, les impacts du changement comptable qu'entraîne ce texte, et les impacts fiscaux. Donc, pour les éléments de réponse, d'abord, donc la première partie, on sait que l'ARTI va rembourser donc à peu près 50% au comptant. Donc, l'idée également de ce traitement comptable est de ne pas déstabiliser la marge, puisqu'on a vu qu'il y avait une diminution de stock. Donc, la diminution de stock va impacter la marge. En contrepartie, on reçoit un remboursement. Ce remboursement est pour partie au comptant, pour partie étalée. Donc l'idée, c'est de pouvoir compenser la perte, la diminution de stock par la comptabilisation du produit correspondant au remboursement. Donc pour la partie qui est remboursée au comptant, nous proposons d'utiliser en fait un compte 608 1, 2, pour là évidemment je vais parler chiffres et comptes, mais en fait c'est un compte de frais accessoires, des comptes de frais accessoires d'achat qui sont ventilés, le compte 608, et le 9 qui intervient, qui montre le compte créditeur, alors que le compte 608 est habituellement débiteur. Donc le produit qui serait versé serait comptabilisé dans ce compte, au crédit du compte 608, de façon à montrer l'impact de ce remboursement comptant sur les frais accessoires d'achat, en fait, ce qui est la réalité. Donc là, bon, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Le deuxième aspect, c'est le compte à utiliser pour enregistrer le crédit d'impôt. Donc là, on est dans une innovation totale, puisque ce crédit d'impôt n'a pas d'histoire fiscale ou comptable. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de crédits d'impôt qui existent, et notamment en métropole. Et le dernier en date, c'était le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Et donc, on s'est appuyé sur ce dispositif pour voir comment il avait été traité. Donc, le CICE, il permet un crédit d'impôt sur les charges personnelles. Donc là, il y a eu un avis qui a été donné par l'autorité des normes comptables qui a considéré pour le CICE qu'en raison de l'objectif qui était poursuivi par le législateur, qui n'était pas en fait de constater un impôt, mais bien de montrer la réduction des charges personnelles, de pouvoir comptabiliser ce crédit d'impôt dans un compte de charges personnelles dédié, lui aussi un compte négatif. Donc en l'occurrence, c'était un compte 649, 64 charges personnelles, et le 9, compte créditeur. Mais on dit bien un compte spécifique, un compte dédié, de façon à pouvoir isoler le crédit d'impôt et à bien pouvoir le répertorier. Donc, en plus de cet avis de l'ANC, de l'autorité des normes comptables, la compagnie des commissaires aux comptes avait pour le CICE précisé que oui, c'était une bonne idée, évidemment,
puisque l'objectif était atteint, du gouvernement était atteint de cette façon-là, mais qu'on ne pouvait pas empêcher les entreprises de comptabiliser leur crédit d'impôt dans le compte dédié et prévu par le plan comptable, qui est le compte 699. Donc, deux possibilités pour le CICE, soit une constatation en moins des charges de personnel dans un compte spécifique, soit une comptabilisation dans un compte d'impôt sur les sociétés négatif qui existe déjà dans le Code. Alors, nous reprenons exactement ce schéma. Nous vous proposons, donc, étant donné que le crédit d'impôt, en l'occurrence, a pour objectif une compensation de la réduction des taxes qui sont comprises dans les stocks, et dans le but, donc, comme on l'a vu, de ne pas déstabiliser la marge, de comptabiliser ce crédit d'impôt au crédit d'un compte spécifique de frais accessoires d'achat, comme on l'a vu pour la première partie remboursée au comptant, mais là, c'est un compte 608.9 qui est donc dédié pour comptabiliser ce crédit d'impôt. Et il reste donc toujours possible, si vous le préférez, d'utiliser un compte 699 crédit d'impôt. A priori, les services fiscaux n'ont pas d'objection à cette proposition de comptabilisation, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir identifier le crédit d'impôt. Voilà. Donc, soit un compte 608.9, soit un compte 699. Je précise qu'il existe des tas de sous-comptes du compte 609.8. Vous voyez, une petite nuance, 608.9, 609.8. Le 609.8, il est déjà affecté dans le plan comptable et concerne des rabais, des remises et des ristournes sur achat non identifiés. Donc nous, on parle bien d'un compte 608.9 et non pas d'un 609.8. Petite précision technique. Voilà. Donc voilà pour le schéma comptable. L'autre question qui se pose sur le crédit d'impôt, c'est la date de comptabilisation du crédit d'impôt. Donc la date de comptabilisation de ce crédit d'impôt, elle peut être soit immédiate, soit au fur et à mesure de l'imputation du crédit d'impôt. Et donc la réponse à cette question, quand doit-on comptabiliser le crédit d'impôt, en fait, c'est d'abord répondre à la recherche du caractère certain ou non de la créance qui est née du crédit d'impôt. Au plan comptable et au plan fiscal, il n'y a pas de différence entre cette notion de caractère certain ou non de la créance. En fait, il faut que le produit correspondant ou la créance correspondante soit certaine quant à son principe et son montant. Donc on analyse ce schéma, cette contrainte. On estime que la créance naît du fait de la diminution du stock. Donc elle est certaine dans son principe. Le montant de la créance est connu dès l'origine, puisqu'on fait la demande de remboursement tout de suite, et que donc l'ARTI va rembourser une partie comptant sur cette base de demande de remboursement. Et on a vu qu'en plus, fait inédit en Nouvelle-Calédonie, le texte prévoyait que le crédit d'impôt était remboursable s'il n'était pas imputé. Donc, dans tous les cas, les entreprises sont certaines de récupérer ce montant, ce produit. À partir du moment où le montant est certain, où le principe est certain, il n'y a donc plus d'obstacle à comptabiliser le crédit d'impôt dès l'origine, c'est-à-dire dès la demande de remboursement. Donc je dis au plan fiscal, il n'y a pas normalement de divergence sur ce sujet-là. Produit les créances qui sont certaines dans le principe et dans le montant. Le crédit d'impôt est donc certain. Le produit se rattache à une charge qui est née dans l'exercice. La créance crédit d'IS peut donc être comptabilisée en totalité dès la demande de remboursement. Et vous voyez que du coup, on a une diminution de stock et le remboursement qui va arriver et le remboursement à venir qui viendront compenser la diminution de stock, bon, en tout ou partie, mais sur le principe en totalité. Donc pas d'effet sur la marge, c'était l'objectif qui était recherché. À quel moment doit-on comptabiliser la sortie des taxes ? Alors ça, c'est pas très gênant pour la majorité des entreprises, puisqu'en fait, on va constater la diminution de stock, on va constater la comptabilisation de la créance, sauf pour les entreprises qui clôturent au 30 septembre. Est-ce qu'il faut anticiper ou pas ? Donc le problème de la date de comptabilisation de la sortie des taxes se pose donc essentiellement pour ces sociétés qui clôturent au 30 septembre.
Et là, bon, on se réfère à la loi de pays du 30 septembre 2016, dans son article 20, qui mentionne que la Nouvelle-Calédonie rembourse le montant des taxes à l'importation dont la suppression est prévue au 1er juillet 2018, qui ont été acquittées au moment de l'importation, etc. Donc le fait générateur du remboursement est bien la suppression des taxes à l'importation, qui était prévue à l'époque au 1er juillet 2018 et maintenant donc au 1er octobre 2018, ce qui signifie que, oui, donc par ailleurs le remboursement prévu est égal à la diminution de stock. Il paraît donc logique que la sortie de stock et le produit du remboursement soient comptabilisés dans le même exercice, c'est-à-dire à compter du 1er octobre 2018. Petite remarque sur les changements comptables, puisque évidemment il faudra, là c'est une petite précision purement technique également, indiquer dans l'annexe des comptes annuels les modalités comptables qui auront été retenues pour que chacun puisse s'y retrouver et donc donner des informations sur les impacts et sur les modalités et sur la description des principes comptables qui auront été retenus. Quant aux impacts fiscaux, donc on disait le principe de rattachement du crédit d'impôt, la créance doit être acquise et rattachable à l'exercice, donc a priori pas de contradiction avec les règles comptables pour la date de comptabilisation du crédit d'impôt. L'utilisation du compte spécifique 608.9 préconisé ne posant pas de problème de reconnaissance du crédit d'IS, puisqu'on a vu que c'est un compte dédié, sera traité comme tel au plan fiscal, et de même pour le compte 699 qui est encore moins contestable. En application des règles fiscales, l'IS n'est pas une charge déductible. Le crédit d'IS ne constitue donc pas un produit imposable. Une petite remarque pour les entreprises qui relèvent de l'IR, puisque le texte les concerne également. Là, on est dans l'impossibilité de constater une créance, en fait, puisque le crédit d'impôt va concerner directement l'exploitant individuel, qui est soumis à l'impôt sur le revenu. Donc il n'y a pas de constatation de créance possible. Le problème de la constatation de créance correspondant au crédit d'impôt ne peut intervenir que dans les sociétés soumises à l'IS. Un petit résumé de cette proposition de schéma comptable. Ça va être un peu petit peut-être. Donc le premier point, c'est l'annulation des taxes dans les stocks au 1er octobre. Donc, on l'a vu, un compte de variation de stock, 6603, un compte 603 habituel, qui est débité par le crédit d'un compte de stock, ou s'il s'agit de production stockée, donc un compte 713 par le crédit des stocks de produits finis ou d'encours. Deuxième point, la demande de remboursement. Donc, elle se détaille en deux parties. Quote-part remboursable par l'ARTI. On a un compte 448,7 d'État produit à recevoir, enfin Nouvelle-Calédonie produit à recevoir, par le crédit donc des comptes 608, 19, 29 ou 39 frais accessoires d'achat. Pour la quote-part de crédit d'impôt, un compte 444,8, donc un compte différent de façon à isoler le crédit d'impôt, puisqu'on sait que ce crédit d'impôt va être imputé sur 4 ans. Donc il faut pouvoir le suivre spécifiquement. Donc constitution d'un compte, là encore, ad hoc, par la contrepartie d'un 608,9, crédit d'impôt taxe stock ou 699. Et enfin, dernier point, le traitement ultérieur du crédit d'impôt, donc imputation en 2019, 2020, 2021 ou 2022. À la clôture de chaque exercice, eh bien, on va solder notre compte de territoire crédit d'impôt à imputer en montrant l'imputation qui est faite sur le compte 444, compte habituel dans lequel on comptabilise la dette d'impôt sur les sociétés. Et donc, notre compte dédié au crédit d'impôt va s'apurer de cette façon-là. Et si le compte 444 est excédentaire, eh bien, ça permettra d'obtenir le remboursement comme habituellement. Voilà le schéma comptable qui est proposé et qui a pour but, encore une fois, d'essayer d'harmoniser tous les traitements qui pourront être pensés sur ce sujet. Voilà.
Y a-t-il des questions ? Oui, bonjour monsieur. J'aurais aimé savoir sur quelle base vous établissez qu'une société est prestataire de services ou non. Est-ce que c'est sur son code NAF? Est-ce que c'est sur le volume de ses prestations de services ou de ses ventes? Voilà, j'aurais aimé avoir une réponse à cette question. Alors effectivement, c'est sur le code NAF, puisque c'est ce qui a été retenu là, effectivement, comme étant les entreprises du commerce de gros, de détail ou du commerce automobile. Donc oui, ce sera essentiellement par le code NAF. Ouais. Avez-vous une situation particulière Oui, j'ai une situation particulière. Je fais 60% de prestations de services, 40% de ventes, avec un stock important. Donc, je crois comprendre que je vais devoir me manger les taxes. Alors, manger, c'est une façon de présenter les choses. Après, il y a aussi, vous allez vous manger la possibilité de ne pas répercuter à la baisse vous n'aurez pas l'obligation de répercuter à la baisse. Après, je ne sais pas si ce cas de figure-là est très fréquent, parce que généralement, il y a quand même une dissociation assez claire entre les activités économiques. On fait du commerce, on fait du service la plupart du temps. On peut imaginer des adaptations possibles si effectivement il y a ce type de difficulté. Ouais. Et j'avais une deuxième question qui en découle un petit peu. Donc au 1er octobre, on devra désarmer les taxes. Oui. Comment ça se passe par exemple sur un produit exonéré de TGI, puisqu'en fait la TGC ne reprendra pas non plus toutes les taxes. Donc est-ce qu'on doit désarmer toutes les taxes, y compris celles que la TGC ne gommera pas? Alors sur un produit exonéré de TGI, la question ne va pas se poser puisqu'il ne fera pas partie des biens éligibles. Puisqu'il y a précisément un risque de double taxation très limité, donc il n'y aura pas sur un produit exonéré de TGI de remboursement et donc il n'y aura pas de recalcul à opérer du prix de revient. Ok, je vous remercie, très bien. Bonsoir. Pour les sociétés qui sont et de rang 1 et de rang 2, donc importateurs et revendeurs en second rang, Oui. le taux qui sera, si décident d'aller au forfait sur le premier rang, elles auront 2 taux de remboursement? Alors il y aura effectivement 2 taux de remboursement puisque on pourra pas, il faudra déterminer 2 taux effectivement pour les biens qui sont revendus en l'état et pour les matières premières. Sachant que les matières premières, elles sont identifiées de manière très claire. Il ne s'agit pas de matières premières. C'est très troublant, mais je ne sais pas à qui je m'adresse. Je ne vois pas l'auteur de la question. Ah, d'accord, ok. Voilà, il ne s'agit pas de matières premières. Il s'agit de premier rang et deuxième rang, oui, pardon. Premier rang et deuxième rang. Ok, autant pour moi. Donc, premier rang et deuxième rang, il y a il y aura 2 modalités de calcul différentes. Effectivement, vous avez des biens que vous avez importés directement et qui feront l'objet ou d'une méthode réelle ou d'une méthode forfaitaire. La méthode forfaitaire étant déterminée à partir de vos importations des 3 derniers exercices. Donc ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Les biens pour lesquels vous êtes au deuxième rang, vous ne les avez pas importés, mais par contre, vous les vendez avec un taux de TGC. Et donc, vous savez identifier le taux moyen applicable à ces biens-là. Donc, sur la déclaration, sur la demande, il y aura... ça sera exprimé de manière totalement différenciée. Et donc, on peut très bien imaginer une entreprise qui est à la fois producteur local, qui complète sa gamme en important des biens directement et qui peut par ailleurs acheter d'autres biens importés par un tiers. Et donc elle rentrera dans la totalité des configurations, mais pour autant ça ne pose pas de difficulté puisqu'on aura trois méthodes différentes appliquées pour chacun de ces biens avec des taux différents qui peuvent être déterminés sans difficulté. Il suffira de remplir dans la demande les cases qui vont bien avec le montant des matières premières, le montant des stocks détaillants avec ventilé par taux de TGC, puis le montant des importations au premier rang avec un taux moyen si c'est la modalité qui a été choisie. Merci. Bonjour. Une question pour les rangs 2. Vous allez du coup calculer le taux de remboursement par rapport au taux de TGC, mais en import TGI, la TGI n'est pas dépendante de la TGC. Donc votre TGC à 0,5 et TGC à 1, le produit aura supporté une TGI à 21% dans les 2 cas. Alors,
c'est effectivement possible. Encore une fois, je répète que cette solution-là, elle s'est imposée d'elle-même parce que c'était la seule qu'on avait de ventiler les biens, en fait. Il y a, comme je rappelais, des centaines de milliers de combinaisons possibles, et évidemment, on ne pouvait pas déterminer un taux par combinaison. Ce n'était pas possible. Le plus petit dénominateur commun, c'était le taux de TGC, puisqu'on sait que les taux de TGC, ils ont été déterminés de manière à être assez corrélés avec les taux de TGI. Donc il y a une corrélation qui s'opère mécaniquement entre les deux. Vous dire que ça correspond à une représentation exacte du montant des taxes à rembourser, je ne pourrais pas vous le dire, puisqu'encore une fois, on est dans des solutions forfaitaires, et nécessairement forfaitaires pour les raisons qu'on a développées. Donc il y aura des cas dans lesquels, effectivement, ça surcompensera légèrement ou ça sous-compensera légèrement. C'est la règle qui veut ça. Mais néanmoins, ce qui est important de retenir, c'est que dans une hypothèse de second rang, chaque bien aura généré un montant de remboursement et ce montant de remboursement devra faire l'objet d'une imputation sur le prix de revient qui aura généré ce montant de remboursement. Mais du coup, l'inflation sur certains biens sera dépendante de la TGC, enfin du taux de TGC et pas forcément des taux de taxes payés réellement, quoi. À partir du moment où ça va se compenser entre les surcompensations et les sous-compensations, oui, l'objectif qui est le nôtre, c'est d'assurer qu'au niveau macro, il n'y ait pas d'inflation mécanique. Si après, dans des cas très particuliers, il peut y avoir des prix qui augmentent, des prix qui diminuent, à partir du moment où l'un compense l'autre, nécessairement, puisque c'est la cohérence même du dispositif, l'objectif sera atteint. Ok, merci. Rebonsoir. Est-ce qu'il y aura un formalisme particulier pour la déclaration des valeurs de stock? Est-ce qu'on pourra simplement appuyer sur le bouton de l'ordinateur et vous l'envoyer? Est-ce qu'il faudra que ça soit certifié par notre cabinet comptable ou notre commissaire aux comptes? Alors il y aura le document dont je parlais tout à l'heure qui va être annexé à la demande de remboursement et qui fera ce calcul à partir du stock, du dernier stock connu, des achats et des ventes de l'exercice, qui donnera donc une idée globale du stock au 30 septembre 2018. Et a priori, ce sera ce choix, puisqu'on avait imprudemment mis dans l'urgence de la rédaction de l'amendement au Congrès en 2016 un inventaire certifié, et on a pris acte par la suite que c'était une modalité complètement impraticable dans un délai aussi réduit pour l'ensemble des entreprises éligibles. Donc le formalisme sera plus réduit que la certification de l'inventaire. Merci. Oui, rebonsoir. Je reviens sur l'exemple d'un produit qui serait exonéré de TGI. Donc ce produit, vous dites qu'au désarmement des taxes, je ne recalcule pas son prix de revient. Donc forcément, je vais avoir un effet inflationniste. Si je garde la même marge sur ce produit-là et que j'ajoute le taux de TGC qui lui sera attribué, la visée de la loi n'est pas la bonne. Encore une fois, il s'agit d'avoir un effet macro. Si vous avez un bien exonéré de TGI, par sa nature, il y en a peu dans le tarif donné, mais ça existe. Que ce bien, vous le détenez, vous ne l'avez pas importé directement, on a vu que les taux de remboursement forfaitaire étaient déterminés en fonction des taux de TGC. Et que les taux de TGC étaient eux-mêmes corrélés avec les taux de TGI. Si vous remboursez de manière forfaitaire un bien qui est dans cette situation-là, vous allez nécessairement rembourser plus que ce que vous devriez rembourser, puisque le bien n'a pas été exposé à la TGI. Donc le risque d'inflation dans ce cas-là est assez limité, puisqu'un bien qui n'a pas été soumis à la TGI, il a été soumis souvent à la TBI et à la TP. Mais il y a aussi des hypothèses dans lesquelles, dans le tarif, ce qui est exonéré de TGI est également exonéré de TBI et de TP. Et encore une fois, on est là dans une situation extraordinairement diverse. Il y a une combinaison, enfin une quantité de combinaisons absolument infinie. On ne peut pas traiter, et encore une fois, en plus avec les contraintes qui étaient les nôtres, qui nous imposaient des méthodes forfaitaires, on ne pouvait pas traiter de manière individualisée chaque cas. Le cas que vous exposez là peut effectivement conduire, il faut convenir à une légère inflation de ces biens-là. Mais c'est quelque chose qui ne tombera pas sous le coup de la loi, puisque à partir du moment où il n'y aura pas eu de remboursement accordé, vous n'aurez pas à recalculer un nouveau prix pour ce bien-là. Et on ne pourra pas vous faire grief d'avoir appliqué un taux de TGC sur un bien qui conservait encore un pouillème de taxe à l'importation sous la forme de TBI ou de TP, par exemple.
Et il faut encore aussi relativiser l'enjeu, c'est que ce dont on parle là, c'est une modalité transitoire entre deux systèmes. C'est-à-dire que ce bien qui aujourd'hui figurera dans votre stock, qui aura été exonéré de TGI, qui aura peut-être supporté de la TBI et qui sera soumis à de la TGC, il faut espérer que vous n'en ayez pas trop dans vos stocks et que vous puissiez les écouler assez rapidement. Voilà, en gros, encore une fois, ce qu'on vise, c'est un objectif macro et ça s'accommode assez facilement de situations très particulières dans lesquelles il y aurait effectivement un pouillème de double taxation inévitable. Ok, merci. Bonsoir. On n'a pas parlé de gestion des stocks sous douane simplifiée. Est-ce que vous recommandez plutôt d'attendre le passage de la TGC à partir du 1er octobre pour peut-être éviter cette partie administrative de remboursement de taxes? Alors moi j'encourage, c'est dommage que nos camarades douaniers ne soient pas de la partie, mais il y a des modalités simplifiées de recours au régime suspensif, à l'entrepôt sous douane, le temps de la transition, dont l'objectif est précisément d'encourager les entreprises à mettre leurs biens sous douane, de manière à pas acquitter les taxes et une fois arrivée la date, ne pas avoir de remboursement à formuler. Donc moi j'encourage les entreprises qui ont possibilité de recourir à ces mécanismes simplifiés d'y recourir, parce que ça va effectivement réduire le montant des remboursements. Et puis pour les entreprises, encore une fois, on a vu que le remboursement il était intégral entre guillemets, mais intégral avec un délai important, puisqu'on parle d'un délai de 4 ans. Si une entreprise a aujourd'hui le choix à développer le recours à l'entrepôt sous douane, moyennant quelques frais de gestion, c'est un arbitrage important à avoir pour elle, par rapport à la situation dans laquelle elle va être remboursée, mais sur le très long terme. Donc peut-être que ça vaut le coup, effectivement, de mettre en œuvre des procédures de recours à l'entrepôt sous douane de manière transitoire, pour éviter d'avoir à décaisser les taxes et d'avoir à formuler le remboursement dans la foulée. Moi, j'encourage toutes les entreprises qui peuvent avoir recours à ces procédures à le faire. La version simplifiée permet de garder son stock dans son doc. Alors, la version simplifiée, elle est simplifiée à plusieurs égards, notamment en termes de cautionnement, je crois, en termes de comptabilité matière, qui sont des contraintes assez fortes, mais qu'on peut comprendre. Un entrepôt sous stock, on importe des biens, on ne paye pas les taxes, et donc c'est normal que la douane ait un droit de regard sur la manière dont le stock est géré. Je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je ne connais pas précisément les modalités, en quoi consistent les simplifications qui ont été mises en œuvre, mais je crois qu'il y a des simplifications qui tiennent donc au cautionnement et notamment à la comptabilité matière. Et à la possibilité de stocker les biens dans un endroit qui n'est pas nécessairement, qui serait pas admis en tant qu'entrepôt sous douane au regard de la réglementation de droit commun, en quelque sorte. Ok, merci. Et du coup, est-ce que un commerçant qui ne demande pas le remboursement des taxes doit recalculer ses prix? Merci Dao pour cette question. Je croyais qu'on avait dit qu'on n'en parlait pas, mais soit. Non, il y a effectivement il y a une ambiguïté sur ce point, parce que ce que dit la loi, c'est que les entreprises retirent de leur prix de revient le montant des taxes à rembourser. Donc l'entreprise qui pourrait faire le choix libre à elle de le faire, de ne pas solliciter le remboursement, parce qu'elle trouverait ça trop compliqué au regard de l'enjeu pour elle, devrait normalement pouvoir être inquiétée si elle n'a pas répercuté à la baisse le montant des remboursements auxquels elle était éligible. Ça me paraît un petit peu... Parce qu'en définitive, une entreprise qui renonce à son remboursement, elle se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire que le concurrent qui vend le même bien et qui, lui, demande le remboursement et se trouve avec la contrainte d'avoir à imputer le remboursement sur son prix de revient, va nécessairement avoir un prix, in fine, beaucoup plus compétitif que celui qui a renoncé à son remboursement par souci de simplicité. Donc, voilà, après... Moi, je suis préoccupé par le niveau des remboursements. Donc, si des entreprises veulent renoncer à solliciter les remboursements, je ne veux pas les encourager, mais... Et j'ai une deuxième question. Enfin, j'en ai plusieurs, en fait. Mais la deuxième question, c'est comment exprimer son option pour le taux forfaitaire? Est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est un courrier? Est-ce que c'est un formulaire? Non, il y aura un courrier adressé à l'ARTI
Un courrier adressé à l'ARTI dont on donnera un modèle dans l'arrêté qui sera publié rapidement sur le sujet, avec les taux et avec le formulaire et avec un modèle de demande, d'option en fait. D'accord. Et dernière question, vu la date de remboursement, on va dire maximum, une entreprise par exemple en 2019, elle peut se faire rembourser la première partie en février ou en mars 2019. Si son exercice se clôture entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, elle peut donc avoir son crédit d'impôt en 2019 aussi. Donc elle peut avoir le remboursement et le crédit d'impôt, tout ça dans la même année. On est bien d'accord? Alors, je ne suis pas aussi certain que ça, parce que c'est les exercices clos en 2019. Oui. Donc c'est l'exercice, si l'exercice est clos entre le 1er janvier et le 30 juin, par exemple 2019, que les comptes sont finalisés au 30 septembre, elle peut prétendre à un crédit d'impôt dans la même année. Théoriquement, oui. D'accord. Oui. Bonjour monsieur, oui, je suis commerçant de premier rang. Concernant le remboursement des stocks, vous avez dit que c'était 3 années en remontée sur les 3 derniers exercices. Oui. Est-ce que le remboursement étant fixé au 30, l'évaluation des stocks au 30 septembre 2018, est-ce qu'on remonte de date à date sur les 3 derniers exercices? C'est-à-dire, est-ce que ça va aller au 1er octobre 2016 ou c'est par année civile? Non, on a retenu les années civiles en fait. Donc c'est-à-dire à partir de l'année 2016. Ouais. Oui. Deuxièmement, je trouve injuste que le remboursement est évalué sur les stocks dépréciés, c'est-à-dire en valeur nette. Alors que nous avons payé la valeur sur la valeur brute et non dépréciée. Alors votre argumentation vient du fait que vous dites que lors de la revente va être basée sur le prix dévalué. Alors ça n'influe pas du tout sur le prix, parce que le consommateur de toute façon il va bénéficier du prix dévalué, donc sur l'inflation ça ne jouera pas du tout. Alors, je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là on ne bénéficierait pas du remboursement au taux plein, sur l'assiette pleine. Je comprends cette remarque, elle a fait l'objet de débats dans le groupe de travail. Après, il faut examiner ça à l'aune de l'objectif qui est le nôtre, savoir qu'il n'y ait pas d'inflation. Oui, mais l'inflation ne rentre pas du tout là. De manière un peu cynique, j'ai envie de dire que si le bien se vend moins cher, parce qu'il est déprécié, il y a un risque d'inflation moindre. Et de fait, si on ne rembourse pas les taxes sur cette quote-part du stock, il n'y a pas de risque d'inflation en fait. C'est ça la logique à l'œuvre dans ce choix. Oui, mais la logique elle est fausse, parce qu'en fin de compte, l'inflation n'aura pas, parce que la valeur où le commerçant va revendre, de toute façon, elle va être basse. Pour le consommateur, il est bénéficiaire. Par contre, si vous me dites plutôt à ce moment-là, c'est pour les finances du territoire, je comprendrai. Et deuxièmement, sachant que vous ne remboursez pas au-delà des années antérieures, ça veut dire qu'en fin de compte, les commerçants déjà ont un abattement tout de suite sur le remboursement, parce que les années antérieures ne sont pas du tout remboursées. Non, attendez. Non. On a du mal à se comprendre. Les années antérieures ne sont prises en compte que pour déterminer un taux moyen, en fait. L'antériorité du stock importe peu. Vous pouvez avoir un stock le plus ancien possible, il fera l'objet d'un remboursement. Ah d'accord, c'est-à-dire que voilà, les stocks... J'avais mal compris votre question, mais effectivement, les années antérieures ne sont prises en considération que pour déterminer le taux moyen sur une période assez longue, de manière à avoir une image assez fidèle de ce qu'a supporté comme taxe une entreprise, pour déterminer son taux moyen. Mais quelle que soit l'antériorité du stock ancien. Alors c'est aussi ça qui fait le pontage avec la question des dépréciations. On sait tous qu'un stock très ancien a peu de chances d'être remis sur le marché. Il y a certaines obligations réglementaires, par exemple, d'avoir des biens en stock dont on sait pertinemment qu'ils ne seront jamais revendus. Un bien qui n'est jamais revendu ne comporte aucun risque en lui-même inflationniste. Vous voyez, c'est aussi ça que ça poursuit comme objectif, le fait de prendre en compte, de diminuer le montant des remboursements du montant des dépréciations. Oui, donc on est bien clair, c'est-à-dire que les stocks anciens sont aussi remboursés, mais sur la base de la valeur dévaluée. Oui, ils sont aussi remboursés. Oui. D'accord, ok, alors okay, on est d'accord. Merci.
Qui parle? Oui, c'est possible. Pas d'autres questions? Bien, il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et votre patience. Merci, bonne soirée.